Donc quand ChatGPT est sorti, premier truc qu'on a fait, c'est « Ah waouh !» Maintenant, on peut donner à ChatGPT ce groupe de mots et il va nous dire « Ah ben ça, c'est une thématique de l'espace. Ça, c'est une thématique je sais pas, de l'économie. » Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise où je suis basiquement freelanceur pour plusieurs boîtes. En général, mon job, moi, c'est de travailler à faire en sorte que les autres puissent travailler. La mathématique, c'est le genre de choses où, en secondaire, on te l'apprend mal. Et on t'explique pas vraiment c'est quoi, on t'explique pas vraiment toute la beauté de la chose. Et puis si tu tombes sur des bons profs à l'UNIF, tu te rends compte, waouh, c'est de l'art. C'est de l'art. Judicaël, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. On est vraiment content de t'avoir parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, on voulait parler du sujet de l'IA. Mais c'est vrai que, comme on en a parlé, il y a beaucoup d'experts aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'IA, mais on n'a pas de vrais experts. Et toi, tu es ingénieur en IA, tu vas nous en parler un petit peu. Et donc c'est cool, on va pouvoir vraiment échanger sur ce sujet-là. Tu vas nous donner ton avis, tu vas nous expliquer un peu plein de petites choses qu'on ne sait pas. Donc voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais, toi, te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais concrètement dans l'IA? Oui. Donc moi je suis Judicaël Poumet. Donc qu'est-ce que je fais principalement? Aujourd'hui j'ai créé une entreprise où je suis basiquement freelanceur pour plusieurs boîtes. Principalement mon plus gros client aujourd'hui c'est pour lequel je vais mettre en place des systèmes, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'infrastructure IA, pour faire en sorte qu'on ait des serveurs qui soient optimisés pour pouvoir faire tourner les systèmes, les contacter en ligne. Aussi développer en termes de code des frameworks pour que d'autres projets puissent être implémentés. En général, mon job, moi, c'est de travailler à faire en sorte que les autres puissent travailler. Ok, ouais, super. Donc, je mets en place tout ce qui est l'infrastructure, tout ce qui est framework, de telle sorte à ce qu'ensuite les data scientists, eux, ils puissent travailler sur des projets spécifiques. Et moi, je suis plus à un niveau un peu au-dessus par rapport à ça. En gros, tu n'as pas que la casquette IA, mais tu as vraiment une casquette de développement, etc. Oui, je fais un petit peu tout. Parce qu'à la base, j'étais développeur. Ok. Donc j'avais commencé comme ça, j'avais commencé à coder quand j'avais 12 ans. Ok. Donc, le vrai geek. Je suis le vrai geek originel. Donc parce que moi, à la base, je voulais faire des jeux vidéo du coup. Ouais. Et donc, quand j'avais 12 ans, je kiffais trop les jeux vidéo. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. Sauf que du coup, moi, je voulais en faire et je suis tombé sur un programme qui s'appelle RPG Maker VX. Ok. Et à l'époque, RPG Maker VX, tu pouvais faire des petits trucs comme ça avec de la pseudo-algorithmie. Mais je voulais aller plus loin. Et puis en allant plus loin, je chipote dans le programme et puis je tombe sur du code à l'époque, c'était du Ruby, c'était infâme à utiliser. Puis je comprends rien. Du coup, je montre ça à mon cousin qui m'explique « Oh non, fais pas ça, fais du C plutôt ». Donc le C, c'est un des langages les plus connus, et surtout à l'époque très très utilisés. Et puis j'ai commencé à faire ça. Et puis j'ai kiffé faire ça, j'ai appris plein de langages, et puis j'ai commencé à faire... je suis sorti des secondaires, j'ai été... À ce moment-là, tu es autodidacte, je veux dire, t'es en secondaire. À ce moment-là, je suis autodidacte. Je suis en secondaire, de mes 12 ans à mes 18 ans, j'apprends tout seul, toujours une dizaine de langages différents. J'ai appris à faire de l'infographie aussi, parce que l'idée c'était de faire des jeux vidéo, donc j'ai essayé d'apprendre toute la palette du truc. Et à ce moment-là, tu avais réussi à vraiment sortir quelque chose d'intéressant ou pas? Alors oui, j'ai quelques jeux que j'avais publiés. Donc j'ai un jeu qui est publié sur le Play Store. Ah ouais. Mais malheureusement, je crois qu'il est plus disponible parce que c'est Crazy Square. Ok. C'est un petit jeu très simple, minimaliste, où en gros tu as un carré qui bouge dans une sorte de labyrinthe et tu dois le faire changer de direction avant qu'il se prenne le mur. Ok. Et puis après, tu peux aller choper des clés, esquiver des obstacles. C'est un petit jeu un petit peu addictif, facile à développer en soi. Le problème, c'est que vu que je l'ai fait ça il y a 10 ans, un truc comme ça. Ah oui, il y a 10 ans. Ouais, maintenant... T'avais réussi à le commercialiser? Il était sur le Play Store. Et donc, il était sur le Play Store gratuitement, avec des pubs en plus. Je crois que j'ai fait 70 cents en tout sur les 500 téléchargements que j'ai eu. C'est un hobby quoi. C'était un petit hobby, mais ça m'avait quand même déjà lancé dans un premier truc. C'est ça. Ok, super. Puis j'avais essayé de faire d'autres applications, puis j'avais pas continué là-dedans au final. Et du coup, tu sors de secondaire, et là, tu te dis à un moment donné, les jeux vidéo, c'est peut-être pas fait pour moi. Alors pas encore tout de suite. Pas encore. Donc je sors de secondaire, je sais que je vais faire de l'informatique, je sais que potentiellement je vais faire du jeu vidéo, et donc je me lance dans le bachelier informatique, sciences informatiques de l'ULG. Et au fil du bachelier, je commence à me rendre compte que à faire des jeux vidéo, ça marche pas trop bien pour moi. Parce que j'ai fait un jeu qui était pas trop dégueulasse, mais après, j'arrive pas à retrouver de bonnes idées, j'arrive pas à... Et je me rends compte que j'ai pas la créativité pour.
Ok. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que je suis très bon à vendre mes services, je suis pas bon à vendre des produits. Ok. Et ça, c'est un truc qu'il faut se rendre compte, et c'est pas toujours évident. C'est Il m'a fallu le intéressant, temps, ça, et c'est encore récemment, j'ai eu Mais c'est quoi la différence du coup entre vendre des services et vendre des produits? Bah, tu vends un service, tu vends tes capacités. Ok. Donc tu vends ton savoir-faire, tu vends ton temps, basiquement, à l'autre. Alors que vendre un produit, bah, là, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu veux vendre, c'est quoi le besoin de la personne. Et donc la différence, c'est quand tu vends tes services, le besoin a déjà été défini par quelqu'un. Il sait ce qu'il a besoin, il a juste besoin de quelqu'un de le faire. Alors que quand tu vends un produit, tu as besoin de définir c'est quoi le besoin de l'autre. Et là, ça devient compliqué. Il y a un aspect marketing un peu plus poussé qui... au-delà du marketing, réfléchir... au-delà du marketing dans le sens communication, mais plus marketing dans le sens où c'est quoi le marché, qui a besoin de quoi, c'est quoi les besoins, où est-ce que je peux apporter de la valeur. C'est pas évident en réalité de faire ça. J'avais essayé de faire ça après mon postdoc aussi, et je me suis rendu compte que ça marchait pas. Ok. Donc maintenant j'ai décidé, non, je fais plus ça, je fais plus du produit, je fais du service. Le seul produit à limite que je continuerai de faire, ce serait les formations. Ok. Où ça, je donne des formations. J'ai donné des formations en Et encore, c'est un pseudo-produit service au final. C'est un pseudo-produit service. Quoi, ouais. Ça, c'est encore le truc que je fais encore bien. Ok. Et donc, tu sors de secondaire, tu fais ton bachelier en informatique. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu avais déjà un objectif précis ou J'avais pas d'objectif précis. Tu voulais juste faire de l'informatique, quoi. C'est ça. À la base, je voulais faire des jeux vidéo et puis je me rends compte que je sais pas en faire. Ouais. Et je me retrouve dans un bachelier informatique que j'aime bien, donc je continue. Au fil du temps, je me rends compte que j'adore les mathématiques. Quelque chose que je n'aimais pas du tout en secondaire parce que c'était très très mal. Les mathématiques, c'est le genre de choses où en secondaire, on te l'apprend mal et on t'explique pas vraiment c'est quoi, on t'explique pas vraiment toute la beauté de la chose. Et puis si tu tombes sur des bons profs à l'UNIF, tu te rends compte, waouh, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est vraiment c'est une manière de penser, c'est une manière de parler la logique. Et donc moi, j'ai adoré ça. Et donc, j'ai voulu partir plus là-dedans. Et donc, à la fin de mon bachelier, je me rends compte qu'il y a un nouveau master qui apparaît, pile à la fin de mon bachelier, c'est le master en sciences des données, où c'est de l'informatique, mais plus poussé mathématique, quoi. D'accord. Et donc, je prends directement cette direction-là. Et donc, la science des données, vu que c'est de l'analyse de données, c'est vraiment la base aujourd'hui qui est nécessaire pour faire de l'IA, la suite logique, c'était aller dans l'IA. Et tu nous disais tout à l'heure que ChatGPT n'était pas encore sorti à cette époque-là, il n'y avait pas encore cette tendance de l'IA, quoi. Non, donc moi j'ai commencé donc, en 2014 mon bachelier, 2017 mon master, donc en 2019 je sors du master, il faudra encore 3 ans que ChatGPT sorte. Et donc pendant ce temps-là, après le master, j'ai continué en faisant un doctorat. Ok. Et donc ça, c'est encore toute une histoire de comment je suis arrivé à faire un doctorat. Parce qu'il faut être motivé quand même après... Il faut être motivé, il faut surtout tomber sur les bonnes personnes. Ok. Dans quel sens? Tu veux dire en termes de prof ou en termes de... C'est ça. Un doctorat, c'est compliqué déjà de rentrer dans le programme. Tu peux appliquer. Il y a des gens qui appliquent pour essayer de faire un doctorat, mais la plupart du temps, tu es sélectionné parce qu'un prof te trouve et il t'aime bien. D'accord. Et en fait, un doctorat, c'est le principe de disciple à élève. En gros, c'est un prof qui va te prendre un peu sur son aile. T'as un peu un mentor. Alors, ça dépend quand même des doctorats, parce qu'il y a des doctorats où démerde-toi, on te laisse un peu dans ton coin. Et il y a des doctorats où le superviseur est un peu plus présent. Moi, j'ai eu un entre-deux et j'étais bien content là-dessus, parce que vu que je suis assez autodidacte et j'aime bien être assez indépendant, j'avais quelqu'un qui était là vraiment quand j'en avais besoin, mais la plupart du temps, il me laissait tranquille tant que le travail était fait. Il m'a laissé tranquille. Okay. Et le doctorat, il faut savoir aussi un truc, parce que ça, c'est un truc que les gens se posent souvent la question. C'est totalement différent d'un master, par exemple, ou d'un bachelier. Master ou bachelier, tu vas en cours, tu suis les classes, tu as des examens, tu as des trucs, à l'école, comme en secondaire, comme en primaire. Et puis le doctorat, soudainement, le monde change. C'est un job, basiquement. Tu as ton bureau, tu as un salaire. T'as pas vraiment de cours à suivre. Parfois, t'en as, ça dépend des écoles doctorales, mais si t'en as, c'est peut-être 6 mois sur 4 ans de cours, pas plus. Mais l'objectif, c'est quoi, du coup? C'est de travailler sur une thèse, et c'est au moment où t'as un laps de temps, ou pas forcément? En général, c'est 4 ans. 3-4 ans. Si tu fais de l'assistanat en plus, si t'es assistant de prof, c'est-à-dire que tu donnes cours pour les TP, les travaux pratiques, là, tu es à 6 ans aussi. Comme ça, tu as le temps quand même de travailler en plus pour faire ça. Et l'idée, c'est que sur cette période-là, on te pose une question. Moi, on m'a dit... la question, c'était comment détecter les signaux faibles
à partir de données non structurées. Ok, est-ce que tu peux vulgariser? Alors, je vais juste commencer par là. Ok. Ça, c'est la question que j'ai eue. Alors, on m'a dit, ça, c'est ton problème. T'as 4 ans. Putain. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Okay. Et donc, effectivement, vulgariser, c'est le premier truc que tu fais. C'est-à-dire que le premier truc que tu fais quand on te donne cette question-là, c'est tu passes 6 mois de ta vie à faire que lire. Tu lis. Tu essaies de définir les concepts. C'est quoi un signal faible? C'est quoi les données? Comment tu vas pouvoir faire ça? Et donc, l'idée d'un signal faible, dans ce contexte-là, c'est quoi? C'est une sorte de tendance émergente. Un signal faible, c'est vraiment ce qui existe avant la tendance émergente. Okay. C'est ce qui va indiquer que quelque chose va apparaître. Donc, c'est très lié, par exemple, au wildcard, où il y a le concept aussi de Black Swan, Black Swan Event. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. Donc, c'est un concept très managérial, mais qu'on voulait détecter à travers des techniques d'IA. Ok, donc là déjà, l'IA rentre en compte dans tes travaux, quoi. C'est ça. Okay. Et donc l'idée, moi j'ai fait mon doctorat à HEC, donc c'est un peu particulier du coup, parce que j'avais un doctorat qui était en partie IA et en partie managérial, parce que le but, c'était de faire de l'IA pour le management. D'accord, ok. Et donc au final, c'est assez intéressant, parce que dans ce doctorat-là, j'ai lu beaucoup de management, beaucoup plus que ce que je m'y attendais. Il y a beaucoup de choses à apprendre en réalité là-dedans. Et aussi un domaine très particulier qui s'appelle la futurologie. Ok. Il y a un domaine de la science sérieux qui s'appelle la futurologie. C'est comment penser le futur, comment planifier, comment réfléchir à la stratégie. Mais c'est dans tous les aspects, économiques, sociétal. Oui, c'est ça, dans tous les aspects. Okay. Et les signes faibles, c'est quelque chose qui vient de ce domaine d'études. Du coup, c'est lié, du coup, ok. Et donc, j'ai commencé là-dedans, puis... Okay. Après 4 ans, j'ai publié 4 articles et puis j'ai eu ma thèse, à peu près 150 pages. Ok, et du coup, tu peux nous expliquer un peu tes conclusions de ta thèse, rapidement? Les conclusions de ma thèse, donc il n'y a pas... Parce que par exemple, ici, la question de ta thèse, ça peut être lié au début de l'IA à cette époque-là. C'est ça. Ok. Donc, en soi, conclusion, c'est un petit peu... C'est pas le mot que j'utiliserais. Parce je dis le mot de la néophyte. La suite, enfin, le résultat de la thèse, c'est quoi? C'était une méthode que j'ai développée. D'accord, ok. Sur base d'autres méthodes existantes, pour venir extraire des tendances, des sous-tendances. Et en gros, t'imagines que tu as 100 000 articles, imaginons des documents, et tu veux extraire là-dedans de quoi est-ce que ça parle, et comment est-ce que ça évolue dans le temps. Eh ben, tu fournissais ça à ma machine, et ce qu'elle t'extrait, c'est des topics, des sous-topics, et elle organise tout automatiquement. Et ensuite, tu peux analyser ça dans le temps et voir comment les topics évoluent. Est-ce qu'il y a des topics qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça qui se développent, qui changent, qui évoluent? Et tu peux essayer de détecter aussi à travers diverses métriques. Est-ce qu'il y a un topic qui émerge? Est-ce qu'il est important? À quelle vitesse il émerge? À travers tous ces outils-là, tu peux venir détecter, entre autres, les signaux faibles. Mais au final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en créant cet outil-là, on peut faire plus que les signaux faibles. On peut faire de l'analyse de tendance de manière plus générale. On peut faire de l'analyse fine, on peut faire de l'analyse temporelle. Et ça peut être aussi bénéfique pour, par exemple, du marketing? Pour beaucoup de choses. Et en fait, ça, c'est la suite du doctorat. C'est on a essayé de vendre ça. On a essayé de vendre ce produit. Donc ça, après le doctorat, du coup, je fais ce postdoc en chopant un financement. Donc le postdoc, tu peux réexpliquer, parce que tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux rapidement le réexpliquer? Donc le postdoc, c'est quoi? C'est la suite du doctorat. C'est pas un diplôme à part en soi, c'est plus un titre ou un nom de position, c'est un truc très très spécifique à l'académique, c'est un peu comme junior. Tu es un peu dans une période de transition entre le doctorat et vraiment avoir une position académique permanente, tu es en postdoc. Et donc ici, moi j'avais une sorte de postdoc semi-entrepreneuriat, parce que du coup l'idée c'était de prendre cette technologie et essayer de la commercialiser. Et on faisait ça à travers un programme wallon qui s'appelle le Win for Spin-off, où tu prends une technologie développée pendant un doctorat et tu essayes d'en créer une spin-off. Et c'est sous... Du coup, tu as dû créer une start-up ou ça s'est passé comment, la commercialisation de... Bon, on n'a pas été jusque-là, du coup. Au début, on avait donc notre laboratoire, notre laboratoire, basiquement moi et deux autres professeurs. Et on avait le financement pour continuer à la recherche, continuer à essayer de développer des trucs, contacter des clients, essayer de faire de la prospection, essayer de comprendre un petit peu le marché. Et là, du coup, c'est ta première expérience entrepreneuriale? Et c'est ma première expérience entrepreneuriale.
Et c'est là, comme je t'ai parlé aussi, que je me suis rendu compte que je suis pas doué pour vendre des produits, je suis doué pour fournir des services. Et donc, après 6 mois de ça, je commençais un petit peu à... Je me plaisais plus là-dedans. Je me plaisais plus là-dedans et je commençais à me sentir mal d'utiliser cet argent public pour faire quelque chose où je ne voyais pas, je ne me voyais pas en tout cas arriver à une solution personnellement. Okay. Donc voilà, j'ai décidé de quitter et c'est à partir de là que j'ai commencé mon aventure full indépendant. Ok, et donc à ce moment-là, toi à côté de tes recherches, etc., est-ce que tu t'intéresses à l'IA, on va dire au hobby, mais vraiment tu vas t'intéresser dans le sens comme monsieur même tout le monde l'exploite, c'est-à-dire ChatGPT, voir quelles sont les opportunités, qu'est-ce que je peux créer comme automatisation, etc. Ça, j'y suis depuis le début. C'est-à-dire que le doctorat en lui-même, je fais que ça de ma vie. C'est-à-dire qu'un doctorat, c'est au moins un tiers de ton temps, s'il va pas, peut-être 20-30% de ton temps, tu passes ton temps à lire. À lire des articles scientifiques sur ce qui sort, vraiment, à la pointe, à la limite de ce qui sort, quoi. Donc tu sais tout avant tout le monde. Moi, ChatGPT, quand c'est sorti, en 2022, je connaissais déjà la méthode en 2014. Ça date. Mais parce que nous, on n'imagine pas, tu vois. Mais à l'époque, c'était très mauvais, quoi. Ah ouais? À l'époque, c'était vraiment le début. 2014, il y a eu plusieurs dates importantes. 2014, c'est la date où on a réussi à créer des systèmes capables de traduire le langage humain en langage mathématique pour pouvoir manipuler avec les ordinateurs la langue humaine. Et donc, à ce moment-là, on voyait déjà... Wow, donc vous voyez le potentiel, quoi, à ce moment-là, quoi. On voyait le potentiel, mais c'était encore très mauvais. Il n'y avait pas assez de puissance de calcul. Enfin, il y avait la puissance de calcul, il n'y avait surtout pas l'algorithmie, la qualité, la donnée nécessaire. Parce que ça, c'est toujours un gros problème. Et donc, on voyait ça arriver bien avant. Et c'est à quel moment que vraiment tu te rends compte que l'IA a potentiellement, on est dans une transition, on va dire, vraiment mondiale par rapport à l'IA, tu vois? Je pense un peu comme tout le monde. À la sortie de ChatGPT, je pense que je m'y attendais pas. C'est vrai? Ouais. Parce que je connaissais les modèles, je les utilisais et je voyais bien que c'était très puissant. Mais je m'attendais pas à ce que OpenAI lâche le barrage. Ils disent OK, maintenant on y va, on est public et tout le monde peut l'utiliser, quoi. Parce que là, soudainement, ça a créé quelque chose. Soudainement, tout le monde s'est rendu compte, ah oui, putain, c'est trop bien ce truc. Ça marche trop bien, tu peux tout faire. Parce que j'avais déjà utilisé avant, mais voilà, je pensais pas l'utiliser au jour le jour, quoi. C'est pas quelque chose Moi, je l'utilisais pour me faire mes petites expériences, je faisais des trucs, mais je n'avais jamais pensé en créer une application. Encore une fois, ça créer un produit, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Et toi, quand c'est sorti, du coup, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, OK, là, faut que je comprenne les opportunités, faut que... Tu t'es intéressé à ça directement ou pas? Oui, directement, parce que, encore une fois, c'était dans mon truc. T'es toujours dedans, Donc j'étais dedans. Si tu prends mon doctorat, donc ChatGPT sort plus ou moins vers la fin de mon doctorat. Un des grands problèmes qu'on avait avec notre méthode d'extraction de thématiques, c'est qu'elle t'extrayait des thématiques, mais qu'elle te disait pas c'était quoi réellement. Tu avais en réalité des groupes de mots qui venaient représenter quelque chose, mais il fallait que tu réinterprètes ça toi-même. Et donc, quand ChatGPT est sorti, le premier truc qu'on a fait, c'est « Ah, waouh ! Maintenant, on peut donner à ChatGPT ce groupe de mots, et il va nous dire « Ah, ça, c'est une thématique de l'espace. Ça, c'est une thématique, je sais pas, d'économie. » Et donc, directement, on a commencé à utiliser ça pour ça, parce qu'on a vu l'intérêt d'un point de vue académique, d'un point de vue de la recherche. Et puis ensuite, on a commencé à se rendre compte, ah oui, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et là, c'est la révolution. Et là, c'est la révolution. Moi, l'entièreté de ma thèse, je l'ai écrite à l'aide de ChatGPT. Putain. C'est fou. Comment dire, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai écrit mes textes, j'écrivais des brouillons très seuls, avec tout ce que je voulais dire, mais je ne m'inquiétais pas d'écrire bien, d'écrire avec l'orthographe. Je balançais tout. Je laissais la machine recorriger, restructurer, je repassais dessus, je rééditais, et en fait, j'utilisais un petit peu la machine. Ça, c'est ce que je conseille toujours aux gens d'utiliser. C'est pas l'utiliser ChatGPT pour générer à ta place, mais pour avoir une itération avec la machine, quoi. Une interaction avec la machine, où tu l'utilises pour t'aider à... En tant qu'assistant, quoi, en plus. Oui, en tant qu'assistant, mais assistant collaboratif, quoi. Collaboratif, ok. Et comment...
je veux dire, comment c'est vu justement au niveau académique cette révolution, tu vois? Est-ce que tu entends des gens qui spéculent sur le fait que, putain, ces gens, il y en a, ils vont peut-être dire, ouais, c'est incroyable, on va pouvoir avoir plus d'opportunités. D'autres, ils vont dire, là, c'est chaud, peut-être que ça va remplacer la créativité. Comment c'est perçu? Parce que dans le grand public, tu entends tout et n'importe quoi. Mais au niveau académique, il y a un peu plus de réflexion, tu vois. Alors, il y a plus de réflexion, mais tu entends aussi beaucoup de choses. Dans le sens où il y a l'académique, et puis il y a l'académie qui a, dans le sens où le paléontologue, il connaît pas plus l'IA en réalité que le mec moyen dans la rue. Et donc, dans le monde académique, les gens ne savent pas beaucoup plus penser, de manière générale, que la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils voient une technologie qui sort, un outil incroyable. Il y en a qui l'adoptent directement, il y en a qui le regrettent. Un truc, par exemple, qu'on peut dire, qu'on entend souvent, c'est que le problème des textes écrits par IA, c'est que tu le vois. Ouais. Ça n'a pas d'âme. Exactement. Ça n'a pas d'âme, ça manque de personnalité, ça utilise toujours des mots, vraiment, c'est très verbeux, c'est pas beau, les textes écrits par IA. Et donc ça, c'est une critique que les gens font. Une autre critique aussi, c'est que... Tu peux écrire beaucoup de conneries, du coup. Très facilement. Et très rapidement. Et donc ça, tu as aussi le danger du spam. Tu peux venir spammer... Ah bah oui. Parce que déjà en termes de création de contenu, mailing et tout ça, aujourd'hui... Après, j'ai vu une statistique, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que malgré ce qu'on pense, sur Google, tu n'as que 5% de contenu qui est généré par l'IA. J'aurais dit plus. Oui, mais alors ça, c'est normal, parce que tu imagines la quantité d'informations qui est déjà accessible sur Google. Oui, on en produit beaucoup par IA, mais il va falloir autant avant qu'on arrive à... Non, mais je veux dire, c'est pas que si... En fait, c'est dans le sens où c'est la production en temps réel. Tu vois, c'est pas genre dans le sens où... Je veux dire, il y a 95% est produit toujours par des êtres humains. Toujours par des êtres humains, Ok, oui. Ah, ça, c'est vrai que c'est un peu bas. Et si je trouvais ça un peu bas... Je sais pas ce qu'ils veulent dire par ça. Il ça. Y a plusieurs manières de définir ça. Ouais. Tu peux dire, est-ce que les 5% c'est 100% généré IA ou est-ce que c'est aidé par l'IA? Et surtout, édité par l'IA? Comment ils peuvent le vérifier aussi? Parce qu'au final... Et comment est-ce qu'ils peuvent le vérifier? C'est ça, Mais c'était apparemment un communiqué officiel de Google, ça date d'il y a 3-4 mois. Okay. Mais parce que tu vois, il y avait cette question justement de ceux qui font du référencement SEO. Il y en a qui disaient, est-ce que ça détecte l'IA, du coup ça te pénalise ou pas, tu vois? Et du coup, il y a Google qui a répondu par rapport à ça. Alors non, tu peux pas. Ça c'est un truc important aussi, c'est que tu peux pas détecter l'IA. Ouais. C'est impossible. Il n'y a pas le côté, il y a des petits marqueurs en balise, etc. Ça n'existe pas, ça. Un être humain peut le voir. Un être humain peut voir, ouais. Mais pour détecter de l'IA, tu as besoin d'une autre IA. Ouais. Et du coup, tu as une course à l'armement qui se fait automatiquement, où tu as besoin d'un modèle plus puissant que l'autre pour venir détecter le premier. Le problème de ça, c'est que tu vas... Dans cette course à l'armement, c'est le générateur qui gagne. Ouais. Et donc le détecteur d'IA ne gagne jamais. Mais tu avais d'ailleurs, il y avait allez, comment on appelait ça, des détecteurs d'IA, où j'ai vu un mec qui avait mis la constitution américaine, et il avait dit que c'était une IA à 95%. C'est n'importe quoi. Oui, et ça en fait, ça c'est un truc, les détecteurs d'IA, ils ont tendance à être très biaisés contre les textes techniques, les textes très académiques. Parce que vu que l'IA, elle écrit comme ça, eh ben, quand tu donnes un article scientifique qui est très bien écrit par un être humain, il va plus penser que c'est de l'IA. Que tu lui donnes un truc mal écrit par un étudiant de bac 1. Parce que, oui, ça ressemble plus à de l'IA. Ouais, bah oui. Mais il ne sait pas faire la différence. Ouais. Et il y a cette fameuse mise à jour aujourd'hui avec les images. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'il y a ce questionnement de comment en fait l'IA peut comprendre une image, en fait. Ouf. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer ça facilement ou c'est vraiment très complexe? On commence à arriver à une situation où tu peux plus. Ah ouais, putain. Et en fait, on commence, ça fait déjà un moment qu'on peut plus. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des systèmes comme ChatGPT ou comme DALL-E pour générer des images. Ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des réseaux de neurones. D'accord. Donc les réseaux de neurones, c'est une sorte de... C'est pas une simulation du cerveau, mais c'est quelque chose... On essaie d'avoir quelque chose de proche. Ouais, ils essaient de faire des connexions. Donc imagine, tu as plein de petits éléments, plein de petits neurones qui sont tous interconnectés, qui s'envoient tous de l'information pour faire des calculs. Okay. Et donc en input, tu lui donnes ton texte, en output, il sort une image. Et entre les deux, tu as quoi? Tu as cet énorme cerveau. Par exemple, si tu prends GPT-4, c'est quelque chose comme plusieurs centaines de milliards de connexions neuronales. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas.
On ne sait pas. On arrive. Ça, c'est un grand truc assez fascinant dans l'IA, c'est qu'on est arrivé à un point où on a créé une technologie. On sait que ça marche, on sait que ça doit marcher, on sait comment faire pour que ça marche. Mais une fois qu'on a produit le bazar, tu peux pas regarder la machine et dire. Enfin, tu peux pas disséquer le cerveau et dire ah là c'est les chiens, là c'est la connaissance sur les chiens, là c'est la connaissance sur les chats, là c'est la connaissance sur Elon Musk. Tu peux pas. C'est un peu comme la génétique. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas un gène qui fait ta couleur de cheveux. En fait, le gène qui fait ta couleur de cheveux, il va le faire peut-être à 1%, avec un autre gène aussi qui gère aussi ta couleur de cheveux, mais lui il fait la taille de tes pieds. Ouais. T'as un autre gène aussi qui fait ta couleur de cheveux, mais lui il fait aussi la couleur de tes yeux. Et en fait, c'est comme ça, il y a tout qui est mélangé. Parce qu'en fait, vu que l'IA, elle a été entraînée pour comprendre le même monde à sa manière et pas pour être comprise, eh ben, elle compresse les informations dans son cerveau de manière efficace. Ok. Mais cette manière efficace, elle n'est pas forcément sémantiquement compréhensible pour nous. Et donc, tu arrives à une situation où, voilà, c'est comme ça. C'est un gène qui, voilà, ça c'est la couleur de tes cheveux, mais ça gère aussi la taille de tes pieds. Un autre endroit gère la couleur de tes cheveux, mais aussi la taille de tes yeux. Mais du coup, quand on dit que l'IA s'autogénère, crée une autoconscience, au final, c'est ça. Non, alors ça, c'est encore une autre histoire. Pas conscience en termes plus, je vais dire symbolique, hein, pas concrète, mais elle s'auto-éduque, quoi. Elle s'auto-éduque. Tu l'entraînes. Donc, basiquement, tu démarres d'un réseau de neurones pas entraîné. C'est-à-dire que tu as plein de connexions neuronales. En fait, une connexion neuronale, c'est quoi ? C'est une valeur qui indique la force de connexion entre deux neurones. Et au début, ces valeurs sont aléatoires. Et en entraînant le modèle, qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu viens montrer au modèle comment est-ce qu'il doit renforcer ou à l'inverse réduire certaines connexions pour arriver à un résultat final. Mais donc ça c'est l'apprentissage. Il n'apprend pas de lui-même, tu lui montres comment il doit apprendre. ChatGPT, par exemple, une fois qu'il était entraîné, si tu vas sur chatgpt.com, si tu lui parles, il n'apprend pas de ce que tu lui dis. Il a été entraîné déjà une fois, mais il n'apprend pas en plus. D'accord, ok. En plus, il y a des risques en termes de GDPR, parce que si tu commences à apprendre sur les données des gens, là, tu risques légalement d'avoir pas mal de soucis. Mais même, c'est compliqué en réalité, parce que si tu ne connais pas la qualité de ce que les gens te disent, donc si tu as commencé à apprendre sur la manière dont les gens parlent, et que les gens ils te parlent en mode SMS, parce qu'ils veulent aller vite, ça biaise tout le truc. Le système va commencer à penser de manière SMS aussi. Et du coup, toi, comment est-ce que tu vois le futur de l'IA ? Parce que ça va très vite. Ouf, ouais. Les mises à jour sont de plus en plus incroyables, enfin, en tout cas selon le public. Mais comment est-ce que tu vois la chose ? Est-ce que tu fais partie des gens qui pensent que ça va remplacer l'homme ? Ou une partie des métiers où les gens vont devenir complètement débiles à demander tout à l'IA ? C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs choses. Moi, je me base un peu sur le passé. Dans les années 50, on pensait qu'il y avait des voitures volantes aujourd'hui. Dans les années 70, on penserait qu'on serait sur Mars. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est quelque chose de différent que ce qu'on s'attend. Ouais. Donc finalement, on n'a pas été sur Mars, on n'a pas des voitures volantes. Par contre, on a Internet, qui est un truc incroyable. On a maintenant l'IA. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 10-20 ans avec toute cette technologie ? C'est compliqué de prévenir. Donc déjà, moi, je me dis, il y a des gens qui essayent de prédire le futur et qui sont persuadés d'avoir l'idée. Faire attention avec ça. Ensuite, est-ce qu'on va remplacer l'homme ? Je pense que ça va avoir un impact sur la productivité important. Par exemple, dans mon job, il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui s'amusent à dire « Oh, bientôt, les développeurs, ça n'existera plus, et tout ça. » Oui et non. Parce que mon métier, je dirais que la moitié de mon métier, si pas 3/4, c'est être en meeting, parler à des gens. Au final, je tape du code, mais le taper du code, ça peut être remplacé par l'IA, mais prendre des décisions, réfléchir, avoir des interactions avec les gens... Puis surtout, chef d'entreprise, imagine, il a tous les outils à disposition, il a autre chose à foutre que taper des prompts, donc il va toujours avoir besoin de quelqu'un qui le fasse à sa place. Oui, c'est ça. Par flemme ou par manque de temps. Et d'un autre côté, les gens ont toujours besoin du côté humain. Quand ils parlent, moi, ça me fait chier d'aller parler à des chatbots aujourd'hui. C'est ça, puis les choses évoluent. Aujourd'hui, quand on fait de la programmation, on tape pas en assembleur, on tape en Python ou en C. Au final, derrière ton Python, tu as de l'assembleur. Et donc, si bientôt, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de taper du Python, tu vas taper un prompt qui va te générer du Python, qui au final, c'est de l'assembleur. Tout ce que tu fais, c'est monter dans des niveaux d'abstraction plus élevés, mais à la fin de la fin, il faut quand même quelqu'un qui prenne les décisions, qui résout les problèmes. Et donc ça, il faut toujours l'ingénieur, quoi.
Tu peux pas remplacer comme ça ça va pas remplacer les gens. Par contre, ça va augmenter la productivité. Ce qui veut dire deux choses. C'est que d'un côté, on va peut-être avoir besoin de moins de personnes. Ou alors, si on garde le même nombre de personnes, on pourra faire plus de choses. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Et toi, est-ce qu'il y a des solutions IA qui n'existent pas encore, mais que tu aimerais voir arriver, tu vois? Pas spécialement, non. Non. Je t'avoue que moi, je suis jamais quelqu'un qui a besoin de grand-chose. Ok, ouais. Donc, je suis toujours très content avec ce que j'ai. Donc, si y a quelque chose qui vient, je l'accepte. Par exemple, cette histoire de génération d'images, il y en a beaucoup qui comment dire, qui ont vu ça comme une révolution de la vie de tous les jours, tu vois, pour faire de la création de contenu, pour... c'était quand même assez attendu dans le grand public, tu vois. C'était pas mal. Ouais. On entendait souvent et ça arrivait et les gens sont très contents. Mais c'est vrai que, tu vois, je me suis dit, dans ta vision en tant qu'ingénieur IA, est-ce qu'il y a des trucs que tu vois... Je pense que gérer l'administratif. Ouais. Mais malheureusement, ça, je crois aussi que c'est quelque chose qui n'est pas prêt de se faire rapidement. Ah ouais. Parce que ça fait très longtemps qu'on pourrait faire de l'administratif en mieux avant l'IA. On sait déjà pas bien le faire maintenant. Je ne pense pas que l'IA va changer grand-chose à ce niveau-là, ou en tout cas pas tout de suite. Je pense que c'est juste quelque chose... Je pense que les institutions, plus elles sont grosses, plus elles sont lentes, et surtout les institutions publiques. Donc même si l'IA peut accélérer les choses, il va juste falloir le temps qu'elles adoptent ça et qu'elles fassent les choses. Par exemple, récemment, pour un bête exemple, j'avais besoin de mon certificat Bonne Vie Ebbers pour aller travailler chez... Mais qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que j'aille prendre un rendez-vous à la mairie, truc, pour que j'aille voir quelqu'un qui, au final, tout ce qu'elle a fait, c'est me dire « Ah ok, je vous envoie ça par mail. » Bah ouais, c'est ça. Alors qu'il y aurait pu avoir un portail en ligne, j'aurais pu cliquer, télécharger, je l'aurais eu. Ouais. Et tu vois, ça c'est le genre de truc où tu vois, le problème c'est pas l'IA. Le problème en réalité au niveau d'efficacité dans les organisations, c'est les process au final. Bah ouais, surtout en Belgique. Et l'IA c'est juste un outil pour améliorer les process, mais améliorer les process, c'est pas l'IA qui va le faire, c'est les gens qui vont c'est ça, c'est vrai. le faire. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on va quand même l'IA apparaître dans le domaine scientifique de plus en plus, notamment par exemple moi qui est grand fan des pyramides, on voit, tu vois, toutes les technologies qui vont scanner les pyramides, ou tu avais par exemple, j'ai vu une émission récemment, tu avais des parchemins très anciens qui les scientifiques avaient peur de dérouler ça, mais avec une IA ils arrivent à voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce que toi qui es dans le domaine académique, tu vois vraiment pas mal de révolutions scientifiques Oui, il y a pas mal de trucs. Ça c'est un exemple. J'avais aussi un exemple à ce niveau-là, c'est... Il y a des vieilles tablettes, vieilles de quelque chose comme 10 000 ans, je ne sais plus exactement c'est quand, c'est du temps de Gilgamesh. Sumérien, oui. Et ces vieilles tablettes-là, elles sont endommagées parce qu'elles ont vécu des millénaires déjà, on est bien content d'avoir ce qu'il nous reste. Mais il manque des mots. Il manque des mots parce que forcément c'était fort endommagé. Et vu que LLM comme ChatGPT, c'est capable de prédire du texte, basiquement, on est capable, en fournissant ces tablettes-là à des systèmes comme ChatGPT, d'essayer de prédire les mots manquants avec une certaine efficacité pour essayer de reproduire des tablettes qui auraient été perdues. Quoi. C'est fou. Alors on peut jamais être sûr que les mots qui sont produits soient réellement les mots qui étaient là, mais on peut avoir une certaine confiance et on peut à partir de là faire d'autres choses. Quoi. Ok, c'est incroyable. Et j'ai vu aussi, je sais pas si tu as vu ça, je crois que c'était l'année passée, tu avais en France... le fisc français ou le gouvernement, je ne sais pas quel institut, avait, via des drones, réussi à scanner, c'est un peu à la Google Street View, et l'objectif c'était de détecter toutes les piscines qui étaient non déclarées. Et du coup, il y avait ce débat en se disant, putain, si l'État a l'IA, ils vont commencer à vouloir nous faire chier encore plus. Ils font ça avec des satellites. C'est vrai? Oui, ça fait un moment. On en parlait en 2017, je crois. On m'en parlait déjà en cours. Putain. Vu que maintenant on est en crise et qu'il faut récupérer un petit peu de sous, on se dit, tu vois, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore comme truc, quoi, tu vois. Et ça, c'est pour moi, il y a pas mal de gens qui ont peur de l'IA pour tout plein de raisons. C'est ça. Pour moi, la vraie peur de l'IA, c'est le contrôle. C'est le contrôle qu'on peut avoir sur les gens, la propagande automatisée, la censure de masse automatisée, tous ces contrôles
comment dire, qui vont avoir qui seront un peu oppressants quand même sur Ouais, les gens. un peu à la chinoise, quoi. Oui. Et toi, tu penses que Elon Musk, soi-disant, il essaie de combattre ça, tu penses qu'il le fait vraiment ou c'est... Elon, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, parce que tu vois, ça peut... Je sais plus ce qu'il fait, ce personnage. On comprend pas trop qu'est-ce qu'il fout. Je suis pas sûr qu'il comprenne lui-même ce qu'il fout. Ouais, c'est ça, en fait. Il a l'air un peu... il manque une case. C'est pas qu'il lui manque une case. Il est un peu dans tous les sens, quoi. Il part un peu dans tous les sens. Il va faire un truc puis un autre. Mais... Tantôt, il était démocrate avant. Maintenant, il est hyper droitiste. Ouais. Je ne sais pas vraiment ce personnage, qu'est-ce qu'il devient. Ah ouais. J'essaie de comprendre. Mais c'est vrai que quand tu parles de contrôle, et au final, moi j'ai l'impression que la plupart des gens, quand tu parles IA, oui, c'est cool, c'est marrant, on peut générer des images, tout ça, mais les gens ont beaucoup plus peur de ce que l'IA peut faire que ce que l'IA peut bien faire au final. Et toi, tu vois ça comment alors? C'est comme toutes les technologies, les gens ont peur de ce qui est nouveau, de ce qu'ils ne connaissent pas. Je pense que d'un côté, c'est bien d'avoir peur, il faut faire attention à tout ce qui est nouveau. Je pense que l'IA a, comme le nucléaire, autant de potentiel de détruire que de potentiel de faire du bien. Le nucléaire, tu as des centrales où tu fais des bombes. Et les deux sont extrêmement bons, extrêmement mauvais. Bah ouais. Et je pense que l'IA, ça va être pareil. Quand tu vois l'IA commencer à utiliser en Chine pour venir contrôler la population de manière extrêmement automatisée, si tu commences à traverser sur un passage pour piétons alors que c'est rouge, tu as automatiquement la machine qui t'affiche sur les écrans pour que tout le monde te voit et que tu aies bien honte. Là, ça, c'est un danger. D'un autre côté, l'IA peut aussi avoir cet impact où ça augmente la productivité de fou, ce qui va augmenter notre richesse, mais qui va aussi augmenter tout un tas de choses dans des domaines importants. Imagine la recherche. Ça, pour moi, c'est le point le plus important. La recherche, aujourd'hui, quand tu es chercheur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'écris et tu lis. C'est les deux choses principales que tu fais. Et puis, tu fais des expériences aussi. Et si tu es chercheur en IA, en plus, ces expériences, tu les fais comment? En tapant du code. Donc, lire, écrire et taper du code, c'est ce que l'IA sait faire. C'est ça. Et donc, le jour où ChatGPT est sorti, mon temps pour produire un article scientifique, c'est-à-dire lire la littérature pertinente, développer une méthodologie, créer un modèle, faire des expériences, écrire, et arriver à un article final que je peux publier, c'est passé, je dirais, de 6 mois à peut-être 3 mois. Oh putain. Je pense vraiment que si tu utilises l'IA à son maximum, tu peux faire x5 en termes de vitesse de production scientifique. Ça dépend des domaines, parce qu'encore une fois, mon domaine, l'expérimentation est très pratique dans le sens où c'est du code, donc l'IA va m'accélérer. Si tu es dans la médecine, ça va accélérer ta lecture ou ton écriture, mais tes expérimentations, l'IA va pas pouvoir t'aider tant que ça. Mais je pense qu'on va vraiment voir un impact énorme au niveau de la science. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les problèmes qu'on a. Imaginons le changement climatique, qui semblerait quand même être un problème important qu'on a actuellement. L'IA pourrait accélérer le développement de la recherche dans ce domaine-là, quoi. Ouais, même au niveau médical et tout ça. Au niveau médical, aujourd'hui, tu as un médicament, c'est pour une maladie pulmonaire, je ne sais plus exactement lequel, mais tu as un médicament en phase 4 en Amérique, qui a été créé entièrement par IA. Donc en phase 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était testé en labo, c'était testé sur des animaux, et c'était testé sur des êtres humains. Et bientôt, c'est commercialisé. C'est la prochaine étape, c'est la commercialisation. Et cette drogue, ce médicament, a été généré entièrement par l'IA. C'est-à-dire, on a créé la molécule, on l'a testée dans un corps simulé. La molécule a été générée automatiquement, simulée dans un corps. Et à la fin, on a choisi la meilleure molécule, et ça a été généré par une IA, quoi. Alors qu'avant, il fallait faire tester des molécules une par une, tester des mélanges. Maintenant, avec AlphaFold, tu crées des molécules très très rapidement pour X ou Y. Ah oui, AlphaFold, j'avais vu une émission sur ça où tu peux... Mais ici, je pense pas que ce soit AlphaFold qui a fait celui qui est actuellement en train d'être commercialisé. C'est encore un autre truc. Parce qu'il y en a plein. Ouais. Mais pour être sûr que c'est ça, j'avais vu une émission où justement il y avait une recherche scientifique par rapport aux molécules. Et en fait... c'était grand public, donc tout le monde pouvait faire des tests. Et en fait, ça alimentait le truc, c'est ça?
Oui, non, ça c'était encore autre chose. Ça c'était de la recherche décentralisée. Ok. En gros, quand t'as pas de thunes, tu demandes aux gens de prêter le temps de calcul de ton ordinateur quand tu fais pas quelque chose avec. Et comme ça, oui, ça venait travailler dessus, quoi. Ok, Oui, ok. c'est quand t'as pas de thunes pour te payer des serveurs. Ouais. Bah, tu demandes aux gens de te donner la puissance de calcul. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Ok, ouais. Parce que quand ton PC, il est là, mais il sert à rien parce que tu l'utilises pas. Tu peux louer ton temps de calcul à quelqu'un. D'accord, putain, ça se fait. Intéressant. Et on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le quantique. Ah, le quantique. J'aimerais bien que tu me parles de ça, parce que c'est vrai que, bon, moi, dans ma jeunesse, j'étais passionné d'astrophysique. Alors, passionné vraiment connaissances basiques. Hein. Ouais. Mais il y avait tu vois, tout ce qu'on savait sur la mécanique quantique, etc. Quand je voyais à l'époque toutes les possibilités, quand on parle de la formule unificatrice de l'univers, etc. Et puis maintenant on parle d'ordinateur quantique. Et moi, d'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'on me dit, je me dis attends, mais c'est pas possible qu'ils aient des ordinateurs quantiques comme on le pense réellement maintenant, parce que ça veut dire qu'ils auraient le pouvoir sur tout. Oui. Et du coup, j'aimerais que tu m'expliques justement, on parle de quoi quand on parle d'ordinateur quantique? Alors, il y a plusieurs aspects dans le quantique à comprendre. Déjà, les ordinateurs quantiques actuellement, ils sont, je dirais, quasi quantiques. Okay. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore débloqué tout le potentiel du calcul quantique. Il y a théoriquement énormément de choses qu'on pourrait faire. Ouais. Aujourd'hui, le calcul quantique, c'est quoi? C'est être extrêmement bon pour faire des calculs parallélisables. Donc tout ce qui est, il y a toute une sorte, tout un type, toute une catégorie d'algorithmes qui peuvent être transformés de manière quantique, de telle sorte à ce que tu accélères, par exemple, la recherche dans une base de données ou, je sais pas, le calcul peut-être de chiffrement pour la cryptographie. Ben, ça, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de parallélisation. Et le quantique est très bon là-dedans, parce qu'il sait faire beaucoup de choses en même temps. D'accord, okay. Alors comment est-ce qu'on sait faire beaucoup de choses en même temps? Pour l'expliquer un peu vulgairement, les ordinateurs classiques, c'est 0 ou 1 au niveau des bits. Voilà. Là, le quantique, tu peux basiquement faire 0 ou 1 de manière continue. Hein, plus ou moins ça l'idée. Et quand tu viens ajouter plein de bits, de qubits du coup quantique, les uns après les autres, tu peux créer quelque chose de très complexe. Okay. C'est pas juste des 0 et des 1, c'est basiquement une onde. On imagine ça un peu une onde quantique. Et dans cette onde, tu vas pouvoir y stocker énormément d'informations. Et alors, ce qui est intéressant, et là ça devient compliqué mathématiquement, mais tu peux venir faire ce qu'on appelle des transformés de Fourier pour venir y intégrer de l'information et ensuite la ressortir après le calcul. Okay. Et en fait, tu viens, c'est comme si tu avais ton onde qui contenait toute ton information dans un seul endroit. Tu la processes comme une seule chose. Donc, au lieu de processer un million de trucs, tu as besoin de processer qu'un seul truc. Ouais. Et puis, à la fin, ton onde, elle a été déformée d'une certaine manière. Et tu reviens faire une autre transformée de Fourier dans l'autre sens pour récupérer ton résultat. Ok. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas faire du quantique pour tout. Il n'y a que certains algorithmes qui sont adaptés à faire du quantique, qui sont adaptables pour du quantique, pour lequel ça marche. Ok. Et donc, il y a beaucoup il y a des domaines de la recherche aujourd'hui. Par exemple, il y a des domaines de quantique pour les réseaux de neurones, où on essaye d'adapter les algorithmes de réseaux de neurones, d'entraînement de réseaux de neurones, au quantique. Et en fait, c'est très, très difficile. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on galère beaucoup avec le quantique. C'est parce qu'il faut réussir à adapter ce qu'on a aujourd'hui, qui est de l'algorithmie classique, vers de l'algorithmie quantique, qui fonctionne différemment, quoi. Donc ça, c'est pour ça qu'on a cette limitation actuellement. Et puis, il y a l'autre limitation que, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait faire avec le quantique. C'est-à-dire faire ces mélanges d'ondes et, avec des transformés Fourier, venir sortir et ajouter de l'information. Mais on peut tout à fait imaginer qu'on peut faire plus que ça. Et qu'il y a moyen de faire plus que ça. Mais ça, on n'a pas encore l'idée de... Ça, si tu prends, par exemple, les théories, l'hypothèse de Roger Penrose, qui est un des plus grands physiciens mathématiciens encore en vie aujourd'hui. Le mec part un petit peu dans un délire, mais que j'aime bien quand même, que la conscience, en tout cas nos cerveaux, a un fonctionnement, en tout cas, en partie quantique. C'est-à-dire que le cerveau nécessiterait
en partie un fonctionnement quantique pour faire le calcul, pour notre réflexion. Ok. C'est pas totalement absurde, dans le sens qu'on sait déjà que notre nez fonctionne de manière quantique. Ah ouais? Parce que c'est l'odeur, quand tu sens quelque chose, ce sont des processus quantiques qui sont nécessaires pour en fait que les molécules viennent s'accrocher, que tu aies tout ce truc qui se fasse. Donc on sait déjà que le quantique existe dans le corps humain et est utilisé vraiment au niveau de notre biologie. Donc c'est pas absurde totalement comme idée, mais c'est un petit peu, comment dire, et Roger Penrose le dit lui-même, c'est un peu aller chercher la solution là où le seul endroit il peut rester, dans le sens où si tu retires le quantique, tout ce que tu as c'est un monde newtonien, et donc tu as un monde algorithmique déterministe. Si par contre tu penses que la manière dont on pense c'est quelque chose au-delà de l'algorithmie, Roger Penrose argumente, là tu es obligé d'avoir quelque chose d'autre. Et tout ce qui reste, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est le quantique. Ouais. Et donc c'est un peu un argument par élimination qu'il fait, où il t'explique que on ne sait pas si c'est ça, mais en tout cas il n'y a que là qu'on pourrait potentiellement trouver la solution. Ok. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Et je ne savais pas que ça avait évolué comme ça, le quantique, parce que ça fait depuis les années 70, je crois qu'il y a des recherches là-dessus. Et ça fait depuis les années 70, mais maintenant, ça va faire une décennie qu'on a des vrais ordinateurs quantiques avec le bazar. Mais le bazar, il fonctionne à moins 270 degrés, parce qu'il faut... on n'arrive pas encore à maintenir un état stable à la température ambiante. Et c'est ça aussi qui serait absolument fascinant, si on arrive à comprendre ça au niveau du cerveau. Parce que le cerveau fonctionne à température ambiante en tout cas. Et donc s'il y a un fonctionnement quantique au niveau du cerveau, ça veut dire que potentiellement on peut faire des ordinateurs quantiques à température ambiante. Et c'est pour ça que les ordinateurs quantiques aujourd'hui c'est des énormes frigos où tu as un microprocesseur au milieu d'une grosse boîte qui fait quasi 1 mètre cube. Parce que il faut un frigo énorme pour refroidir le truc, quoi. Ok. Et du coup, toi, en tant que passionné de mathématiques, c'est quelque chose qui te passionne. C'est très fascinant, parce que du coup, en tout cas, la manière dont il fonctionne aujourd'hui avec des transformés de Fourier, c'est extrêmement intelligent, quoi. C'est vraiment une bête technique. D'un point de vue mathématique, le transformé de Fourier, c'est vraiment, ça fait partie des techniques assez standards. Et avec une bête technique comme ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à faire du quantique principalement, quoi. Donc c'est fascinant, c'est tellement beau, en fait, c'est super élégant comme manière de faire. Non, c'est incroyable. Et ouais, du coup, cette théorie de, tu vois, tu sais, les 7, ou je crois que c'est les 5 ou les 7 ordinateurs super puissants qui sont déjà disponibles par les gouvernements qui savent tout faire, etc. On est quand même assez loin de ça, quoi. Nous, on est encore assez loin de ça. On a des trucs très puissants, mais... et puis on le verra venir, il y aura des trucs... il y aura plein de solutions. Moi, je ne pense pas qu'on est encore près d'une situation où tu auras une technologie qui va soudainement totalement flipper le monde. Parce qu'il y a cette peur-là. Il y a cette peur-là, mais je pense qu'en réalité, l'histoire se répète. On était persuadé de ça avec la bombe nucléaire. Au final... Au final, ça va. Ça va. Bon, à un moment donné, ça a été chaud. À un moment donné, c'était chaud. Et honnêtement, je dirais que le bombe nucléaire, c'est probablement le truc où, on en a lancé que 2, quoi. Alors, c'était peut-être déjà trop, mais on en a lancé que 2 sur des gens. Donc, c'est chaud. On est capable de se restreindre. Si même Staline était capable de ne pas lancer une bombe nucléaire quand il avait l'opportunité. Ah, c'est vrai. C'est que même les fous... Même les fous ont compris la dinguerie. Et super. Et toi, tu fais des conférences. Tu peux nous parler un petit peu des conférences que tu donnes? Je donnais des conférences. J'en ai donné... pendant mon doctorat, je faisais des conférences pour présenter mes articles. J'ai fait des séminaires où je donnais des petits cours par-ci, par-là. J'ai donné des formations. Enfin, ça n'a jamais été quelque chose de très... de récurrent dans ma vie. C'était des éléments des opportunités, des opportunités, que ce soit académiques, que ce soit dans le privé. Et tu peux nous parler de ton blog ou de la valeur que tu partages sur LinkedIn notamment? Oui. Mon blog, ça c'est depuis 2019, donc j'essaie de publier une fois tous les... À la base, l'idée c'est de publier une fois tous les mois, mais en pratique, ce qui se passe, c'est plus une fois tous les 3 mois. Parce que... Ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut que je me motive, il faut que j'aie les bonnes idées, et puis tu vois pas toujours le résultat. Si tu veux, j'ai un prompt ChatGPT là, incroyable. Je rigole. Non, mais c'est pas évident de c'est pas évident,
Donc, oui, non, ce blog-là, ça fait un moment, et c'est un peu ce blog-là qui a démarré toute mon histoire de freelance, parce que c'est grâce à ce blog-là, en écrivant comme ça au pif, avec mes 200 vues par mois, parce que même depuis maintenant, je crois que j'ai 400 vues par mois sur ce blog-là, donc c'est même pas grand-chose. Eh ben, malgré ce peu de nombre de vues, quelqu'un m'a contacté un jour, à travers ce blog-là, en me disant « Hey, j'adore ton article, est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à être freelance. C'est-à-dire que le mec m'a dit hey, « Est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Moi, je lui ai dit « Oui, ok, mais par contre, t'es en France. Ça va être compliqué d'être employé comme ça. » Puis je continue mon doctorat aussi, donc je voulais pas vraiment quitter le truc. Et puis, il m'a proposé de devenir indépendant. Et donc, c'est comme ça que ça m'a lancé. Ouais. Et c'est pour ça, ensuite, que j'ai continué sur LinkedIn. Parce que je me suis rendu compte que plus tu étais visible et plus tu postais, et plus tu avais de chances que les gens te voient et te contactent. Ouais. Comme ici, ce podcast, comme mon client chez comme un autre client à Namur ou à Orden, c'est des gens qui sont venus vers moi parce que je publie tout le temps. Ouais. Et du coup, je suis visible, et du coup, les gens, à un moment, ils me tombent sur moi, ils m'envoient un message, et puis on discute, et directement, tu as une opportunité qui se fait. Alors, tout n'est pas toujours intéressant, hein, parce que par semaine, je reçois, à mon avis, 3-4 demandes. Ah ouais, quand même. La plupart du temps, ça ne m'intéresse pas, ou c'est des scams, ou c'est des recruteurs un peu bancals. 90% du temps, je dirais que les opportunités sont de mauvaise qualité. Ouais. Mais tu as ce 10% où ils sont bons, puis tu as ce 1% où c'est vraiment l'opportunité incroyable et que tu la prends. Quoi. Ouais. Ah, comme quoi, la création de contenu, oui, partager un peu de la valeur, ce qu'on sait faire, peut-être même un petit peu de storytelling, des études de cas, ça ramène des clients dans tous les domaines. Et surtout, on en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui, les gens s'intéressent plus à la personne qu'à une marque ou une entreprise. Donc c'est vraiment au-delà de la création de contenu, je pense que c'est surtout sortir de soi. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai fait un énorme effort, je dirais, il y a 6 ans ou 7 ans. J'étais quelqu'un de très renfermé sur moi-même et pas du tout social, ce qui n'est pas du tout l'impression que je donne aujourd'hui. Pas du tout. Donc j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, qui ne savait pas parler aux gens, qui ne savait pas vraiment me faire des amis. Et à un moment, j'en ai eu marre de ça. Et je me suis forcé... et je continue en permanence à me forcer à me mettre dans des situations d'inconfort, de déconfort. J'avais commencé à faire ça en allant tout seul dans des bars. C'est vrai ? Ouais. Incroyable. Et donc j'allais tout seul dans des bars, dans un bar où j'avais été 2-3 fois avec un pote, j'y allais tout seul. Puis j'essayais de taper la causette avec le barman de manière super awkward parce que à l'époque je savais pas super bien parler. Il y avait mes potes que j'ai toujours de cette époque-là se foutent toujours de temps en temps de ma gueule en me disant putain à l'époque t'étais quand même un gros autiste. C'était probablement toujours le cas, mais bon, c'est un autre problème. Ah putain. Mais oui, non, en me forçant, du coup, à aller dans les bars, je me suis forcé, et plus le temps passait, plus me forcer, ça devenait un plaisir. Et puis à chaque fois que j'y allais, et c'est là que je me suis rendu compte de ça, à travers toutes ces expériences, en me forçant à sortir dans les bars, je rencontrais des gens. Et vu que je me forçais à sortir, je voyais des gens. Et plus je voyais des gens, plus je rencontrais des gens, plus je rencontrais des gens, et plus, en fait, petit à petit, je suis passé de quelqu'un qui a emménagé à Liège, qui ne connaissait personne, à aujourd'hui, je connais tout le monde dans le carré. À tout moment, je vais dans le carré tout seul. Ah ouais. Je tape la bise à 10 personnes sur le chemin, parce que je connais tout le monde, alors que je connaissais personne avant. Parce que je me suis forcé à sortir. Et ça, du coup, je l'applique dans quasi tout. C'est pour ça que je publie tout le temps sur LinkedIn, c'est pour ça que je publie tout le temps sur mon blog. Je continue à sortir, j'essaye de parler avec le plus de gens possible dès que j'ai l'occasion, me forcer. Parce que j'ai appris que sortir de toi et essayer d'aller tout le temps vers l'autre, ça crée parfois des opportunités, ou juste des amitiés. Ou des... C'est ça, et c'est vrai que, comme tu dis, parfois une poignée de main, un échange un échange, simplement, ça peut créer vraiment ça peut vraiment changer la vie de beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a reçu ici beaucoup d'entrepreneurs, et souvent, ils ont démarré sur une discussion, une rencontre, une poignée de main, et c'est fou, quoi. Et au final... Au final, on est à Liège. À Liège, les gens sont quand même cool. Et donc, et c'est vrai que ça peut aller très vite. Nous ici, avec le podcast, on invite beaucoup de monde. Et pareil, on a des connexions de fous. Et je pense que c'est comme ça que ça nous permet d'évoluer soi-même et de pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Donc c'est top, franchement. Non, mais tu peux faire ça de manière proactive, quoi. Tu peux vraiment te forcer. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'allais en conférence académique. J'étais tout seul à Punta Cana avec 5000 personnes dans la conférence. Et je voyais quelqu'un qui était tout seul au coin, j'allais la voir, et à la fin, tu avais les gens qui me disaient « Oh putain, t'es super social », et moi dans ma tête,
Non, je me force, quoi. Incroyable. Et en fait, si tu te forces, tu te rends compte que putain, tu rencontres tellement de gens. Ouais, c'est dingue. Et t'as tellement de trucs. Et alors, 90% des gens, tu les revois plus. Au pire, c'était quand même un plaisir. T'en as que ça devient des potes, t'en as que ça devient des clients, t'en as que ça devient peut-être ton meilleur ami. Mais c'est fou parce qu'en étant introverti et timide, t'as réussi vraiment à tout seul, quasi, à passer ce cap, sortir de ta zone de confort. C'est pas donné à tout le monde. Oui, mais ça fait partie de ma personnalité. Ah ouais. Dans le sens où moi, je suis quelqu'un de très obsessif. Ok. Donc, dès que quelque chose m'intéresse, je suis complètement autiste là-dedans. Par exemple, voilà, hier, j'ai commencé à vouloir apprendre à jouer à un jeu qui s'appelle Earth of Iron 4. C'est le genre de jeu qu'il te faut 50 heures avant de commencer à apprendre. J'ai fait que ça. Pendant 3 jours, j'ai fait que ça. De 8h du matin à 18h, 21h le soir. J'ai fait que ça. Pendant tous mes jours de congé. Un vrai autiste, quoi. Et quand il y a un truc qui m'intéresse, je suis à fond dedans. Et de manière assez paradoxale, du coup... j'ai été à fond dans l'idée de me sociabiliser. Et j'ai appris ça, et j'ai appris des techniques, j'ai appris des méthodes. Quand j'approche quelqu'un, maintenant j'arrive à faire ça de manière plus ou moins naturelle, mais j'ai quand même un plan en tête, quoi. Ok. Je sais bien, je prépare une liste d'idées, de phrases d'accroche, comment est-ce que je peux faire avancer la discussion pour que ça se passe bien. Et donc, je calcule quand même fortement. Ah ouais, tu processises le networking. Oui, c'est vraiment quelque chose de très actif, quoi. C'est un effort. Et tu aurais peut-être justement des conseils à donner à des jeunes, par exemple entrepreneurs ou étudiants ou quoi, qui recherchent des opportunités. Voilà, je vais dans un networking, je fais quoi? Comment j'aborde une personne? Oh, en fait, ça dépend. Ça dépend. Déjà, le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui a l'air un peu seul. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Ouais. Et puis là, tu vas voir la personne, tu fais hey, salut. T'essayes, imaginons, je sais pas, on est dans un networking de conférence scientifique. Ouais. Je fais hey, salut, t'as la première conférence, tu publies quelque chose ici, puis la personne va te répondre. Il faut un petit peu s'en foutre d'avoir l'air awkward. Ouais. Hein, parce que le nombre de fois où j'ai approché les gens de manière super awkward, ils ont l'air un peu surpris comme ça. Et au final, une heure après, tu tapes la discute et on a oublié le début qui était un peu awkward, quoi. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, c'est le plus dur. C'est vraiment se dire que, il y a de fortes chances, surtout si t'as pas l'habitude, que tu vas être super awkward à l'introduction, mais c'est pas grave. Vas-y. Au pire, c'est un peu awkward. Au pire, il t'aura oublié après une heure, le mec. Ouais, et puis dans les networking et les conférences, souvent les gens sont là pour ça, donc c'est pas possible. Oui, mais c'est ça, ils s'attendent à ça, de toute façon. Ils s'attendent à ça. Mais vraiment, le truc, c'est qu'il faut un peu réfléchir à une approche. Tu vois, t'es en conférence scientifique, tu te dis, cette personne a probablement écrit un article, elle a probablement un sujet d'étude. Tu peux dire salut, c'est ma première conférence. Tu viens souvent ici. Est-ce que c'est quoi? Tu viens présenter un article, puis la discussion se lance directement, et après tu y vas, quoi. Ah ouais, ok. Et dis-moi, est-ce que tu as des rêves ou des objectifs que tu vas atteindre? Peut-être, tu vois, un truc un peu créer un jeu vidéo, revenir à ton... Pas spécialement. Ou dans d'autres domaines, hein, ça peut être... J'ai un peu atteint un point dans ma vie où je suis juste très très bien comme ça. Ouais. J'ai un bon boulot, j'ai un copain, je passe bien dans la vie, la paix. C'est magnifique. Donc, j'ai pas trop d'ambition, dans le sens où, une fois que j'ai ce que j'ai, je suis content, pas besoin de plus. Bien, Peut-être que dans le futur, je créerai d'autres choses, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas d'idée. Ouais. J'ai cette envie quand même de peut-être un jour créer quelque chose, peut-être une entreprise. Écrire un livre ou peut-être... Voilà, écrire un livre. En tout cas, dans la création de contenu, je vais continuer à faire des choses. Écrire un livre, c'est une idée que j'ai aussi, mais c'est un peu compliqué en pratique d'écrire un livre. Ça demande beaucoup de... Ça demande beaucoup de travail, ouais. Ça demande beaucoup de boulot. De planification aussi, de réflexion, savoir sur quoi, comment, est-ce que ça va être pertinent quand tu auras fini de l'écrire. Ouais, c'est vrai qu'en plus, écrire un livre qui peut rester dans le temps, c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Ouais. Ok, super. Écoute, franchement, merci beaucoup. J'ai encore plein de sujets évidemment à parler, mais on va essayer de je vais pas trop de ton temps. Du coup, on peut te retrouver sur LinkedIn.
ton blog, il est hébergé où? C'est sur LinkedIn ou t'as un site Mon blog, c'est sur mon site qui s'appelle thefoodprocess.xyz. Ok, tu nous donneras, on affichera. Il y a un lien sur LinkedIn. Super. Il y a read de blog, à mon avis, sur LinkedIn normalement. Super, ouais. Et du coup, si les gens veulent te contacter, que ce soit des opportunités ou autres, ils peuvent. Je suis toujours ouvert sur LinkedIn, envoyer des messages. Super, ils peuvent te contacter, on affichera tout évidemment ici. Et merci en tout cas, merci de nous avoir partagé ta vision de l'IA avec un aspect très académique, donc c'est cool. Ça a permis de voir un angle d'approche différent. Et voilà, tous ceux qui veulent mettre un commentaire, poser des questions, ils peuvent évidemment le mettre en dessous de la vidéo. Voilà, merci en tout cas. Je te laisse le dernier mot, si tu as quelque chose à dire ou pas. Vas-y. Oh, j'étais pas prévu. Ah ouais, ça c'est un piège. Ça c'était le piège. Je ne sais pas. L'IA va tous nous détruire, on va tous mourir. C'est la fin du monde bientôt. Magnifique. Ouais. On mettra ça en intro. Oh, putain, je vais regarder la vidéo. En tout cas, merci beaucoup et j'invite les gens du coup à aller te contacter, à aller te suivre en tout cas. Merci.